C'est un mot, paraît-il, qu'il ne faut pas prononcer à la télévision. C'est un mot, paraît-il, qui vous fait peur. Mais allez, on se lance quand même. Bienvenue dans la nouvelle émission culturelle de France 3, dans Ce soir ou jamais. Culturel, c'est un mot qui fait un petit peu peur. On va essayer sur ce plateau, car c'est un plateau, c'est un lieu, on va essayer d'habiter ce lieu et de rendre tout ça extrêmement vivant. Alors vous voyez, ce sera comme ça tous les soirs, c'est une émission quotidienne, je l'ai dit. Il y aura du monde, on sera tous ici, il y aura des gens qui vont boire, qui vont discuter. On va essayer que ce soit le plus vivant possible, on va essayer de révolutionner cette émission ces émissions culturelles. Alors, une émission culturelle tous les soirs, en direct, c'est le pari de France 3 depuis la rentrée. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Tadei. Vous êtes l'animateur de Ce soir ou jamais. Émission à contre-courant et innovante, à plus d'un titre. Un de ces titres étant que vous vous passez totalement de chroniqueur sur votre plateau, à l'inverse de ce qui se pratiquait auparavant dans les émissions culturelles. Alors, face à vous, justement, Philippe Tesson, chroniqueur émérite des émissions culturelles et littéraires de la télévision française depuis de nombreuses années, nous vous avons demandé pour une fois de changer un peu de casquette et de chroniquer l'émission de Frédéric Tadei. Mais nous allons commencer avec vous, Maya Neskovic, par de bien belles images de Nicolas Sarkozy. Voilà, ce sont les images de Nicolas Sarkozy en meeting. Alors à quoi ça ressemble d'habitude un meeting? On va prendre l'exemple de l'université d'été de l'UMP en 2004 à Avoriaz. Alors généralement, qu'est-ce qu'on voit? On voit Nicolas Sarkozy qui essaye de se frayer un passage à travers la foule de journalistes et de militants avec des mains et des bouches qui sortent de partout pour l'embrasser et le toucher, quand c'est pas la tête d'un vigile qui se place juste devant et qui du coup bouche toute la vue à la caméra. Alors après, ça se calme un peu. On voit l'orateur faire son discours à la tribune. Il y a des plans de couple, du public pris d'un peu partout dans la salle, des plans pris par en dessous, sur le côté. L'image est pas super belle, ça bouge un peu. Bref, c'est pas génial. Mais depuis quelque temps, certains d'entre vous ont peut-être observé un changement. Regardez ce que ça donnait en septembre dernier, c'était à Marseille. C'est parti pour Nicolas Sarkozy, qui ce week-end s'est posé comme le seul candidat à droite. Et en ouverture, la guest star Johnny Hallyday. Une fois n'est pas coutume, il ne monte pas sur scène, mais rejoint les politiques au premier plan. Puis dans une scénographie réglée au millimètre, c'est au tour de la vedette de l'UMP de faire son entrée. Passage en revue des amis, des soutiens, des ralliés sur une chanson de Johnny. Dans son discours, il expose sa vision d'une société à la fois libérale et sociale et lance un appel à la jeunesse de France qu'il doit conquérir. Une jeunesse qu'il juge inquiète, voire même quelquefois désespérée. Son remède, la rupture. Alors oui, je persiste et je signe. La rupture est nécessaire. Voilà, alors ça en jette quand même ces images prises aériennes, prises du dessus qui tournent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les chaînes ont mis peut-être d'énormes moyens pour filmer ces meetings de l'UMP? Ben pas du tout. En l'occurrence, c'est l'UMP qui met les moyens, puisqu'on apprenait dans Le Monde cette semaine que le parti de Nicolas Sarkozy s'était payé les services d'une boîte de production audiovisuelle qui fournissait gracieusement à toutes les chaînes qui en faisaient la demande les meilleures prises de vue des meetings de son président. Alors, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, les images de l'entrée de Nicolas Sarkozy. Alors là, c'est fini les bousculades, les coups de coude, mieux, hein, etc. Maintenant, c'est propre, c'est net, c'est aussi pris du dessus avec la caméra qui tourne sur elle-même et qui nous entraîne avec elle. Alors ensuite, bien sûr, les chaînes continuent à reprendre les plans de Nicolas Sarkozy à la tribune qui fait son discours. Mais ce qui les intéresse particulièrement, ce sont justement ces images aériennes de la
la foule en délire, prise par des caméras perchées sur des bras articulés qu'on appelle des lumas, et qui donnent cet effet de concert de méga stars de rock international. C'est du Artus Bertrand un peu. C'est la l'UMP vue du ciel. Artus Bertrand, ou alors ça peut aussi faire penser à des concerts, des super shows, par exemple de Johnny Hallyday. Là, c'était à Bercy, retransmis en direct sur TF1. Et là, il y avait un peu plus de couleurs, de lumière rose et de monde qu'à l'UMP, mais avec le même effet de caméra au-dessus du public. Mais là où c'est vraiment bien, c'est que ça permet de ne louper aucune image importante. Ce jour-là, à Marseille, par exemple, la plupart des caméras et des photographes avaient raté l'image de l'accolade entre Johnny et Sarkozy, parce qu'il y a un type qui s'était planté juste devant les caméras et les objectifs. Mais pas de panique, les caméras de l'UMP étaient mieux placées et ont permis à l'ensemble des chaînes de diffuser l'image forte du week-end. Voilà, ça donne des images beaucoup plus flatteuses de la foule des meetings de l'UMP. Maya, on vient de le voir. Et surtout, ça donne des images qui ne sont pas des images prises, choisies par des journalistes, mais choisies par cette boîte de production employée par l'UMP. Alors, est-ce que ça ne pose pas de problème aux journalistes de télévision de les utiliser ? Ça dépend, en fait. Par exemple, la CGT de France Télévisions demande dans un communiqué, donc je cite, aux journalistes de terrain de refuser d'intégrer à leur sujet ces images de propagande. Michael Darmon, qui suit l'UMP pour France 2, lui essaye de ne les utiliser que de façon marginale, comme quand il lui manque une image, comme c'était le cas à Marseille. Alors en revanche, le directeur de LCI, Jean-Claude Dacier, qui a retransmis en direct et en intégralité le discours avec les images fournies par l'UMP, ne voit pas où est le problème. Et il y a un monteur à TF1 qui me confie que ça lui facilite énormément le boulot, parce que les images sont belles, propres et nettes. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui consisterait à cibler ces images comme ça se pratique à d'autres occasions ? On le fait, ça se fait déjà, par exemple, quand il y a des sujets sur les bateaux, les navires de guerre, c'est des images fournies par l'armée, et donc il y a un petit sigle en haut à gauche, CPAD, ou alors, plus récemment, c'était une interview de Louis Gallois, réalisée par les services de ADS dont il venait d'être nommé président, et France 3 l'avait mentionné en bas de l'écran. Voilà, mais pour l'instant, pour les images de l'UMP, personne n'envisage de le sigler encore. Merci Maya. David Abiquière, vous êtes arrêté sur d'autres images tournées par la chaîne parlementaire dans les bureaux du Premier ministre. Oui, alors vous savez qu'il y a quelques jours, Dominique de Villepin avait proposé qu'on filme le Conseil des ministres, et puis ça n'a pas pu se faire pour des raisons de secret d'État, et donc il s'est rabattu sur ce comité interministériel. Et donc lundi matin, la chaîne Public Sénat est rentrée à Matignon pour y filmer une réunion avec un Premier ministre, des ministres, et puis un ordre du jour assez chargé, mais quand même en phase avec l'actualité, puisqu'il y était question d'énergie et de politique énergétique juste après la coupure électrique de la semaine dernière. Il était aussi question d'environnement, et puis d'évoquer le projet de directive finlandaise sur la limitation du temps de travail en Europe. Alors moi j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt, sauf que à un moment donné, un détail, un tic de langage a retenu mon attention, et il faut absolument que vous écoutiez et que vous regardiez cette séquence, Philippe Tesson. Une coordination des transporteurs. Et puis, il faut plus d'interconnexion, plus de production. Il faut certes investir pour préparer l'avenir, ce qu'on fait avec le PR. Mais ce qu'il nous faut, c'est aussi des centrales qui puissent réagir, j'allais presque dire, au quart de tour. C'est pour ça qu'il faut, en parallèle, des centrales à gaz, des centrales qui démarrent très vite. Il y a une évolution très positive. Alors, il faut améliorer les critères, améliorer les paramètres, améliorer les mesures. Tout ça est encore un peu trop grossier. Et là, je crois qu'il va falloir définir, dans les mois qui viennent, ou les années qui viennent, un partenariat dit équilibré. Je dirais simplement qu'il faut maintenant passer à l'acte. C'est toute la difficulté dans ces matières européennes. Je crois qu'il faut s'appuyer sur le rapport Stern. Au terme de cette analyse, Monsieur le Premier ministre, je crois qu'il nous faut enrichir le compromis finlandais d'un réel objectif qui est de mettre fin à cette période de dérogation exceptionnelle qui, je le rappelle, a commencé en 1993. Il faut en effet obtenir plus. Il faut mettre une fin à une dérogation. Voilà, il faut une date certaine. Il faut garder un contact étroit, bien sûr, avec les pays qui sont sur la même position que nous. Je crois qu'il faut qu'on explicite nos arguments. Je crois qu'il faut vraiment que la France mène un combat. C'est clair, on le voit autour de la table.
il nous faut aussi lutter et être très attentifs. Il y a encore des pays, y compris au sein de l'Union, où le travail des enfants n'est pas suffisamment, j'allais dire, dans l'attention collective. Je crois donc qu'il faut en rester à l'idée de ne pas accepter ce compromis tel qu'il est. Je rejoins encore une fois la position de Philippe Bas, c'est qu'il faut avancer avec beaucoup de prudence. Il faut là-dessus être très vigilant, puisque le principe dans notre pays, c'est une veille 24 heures sur 24. Ce sont des sujets qu'il faudra que nous évoquions lors de notre prochain comité. Voilà, je crois qu'il n'en faut pas plus, mais il me faut quand même vous dire que la réunion a duré 1 heure et que c'est un montage très cruel, de mauvaise foi, mais qui révèle quand même des choses. C'est que cette horrible formule « il faut », qui est souvent employée dans les réunions, et pas uniquement les réunions ministérielles, mais dans toutes les réunions, elle révèle de l'impuissance, un caractère impersonnel, c'est une formule impersonnelle. Elle a un côté aussi incantatoire, il faut. Alors même si on sait que lorsque Dominique de Villepin dit il faut qu'on s'oppose à ce fameux projet de directive européenne, on sait qu'il va le faire. Globalement, le il faut, je pense qu'il est à proscrire. D'autant plus... Il faut le proscrire. Mais dites-le. Non, je n'irai pas jusque-là. D'autant plus que quand vous dites il faut, vous dites pas je dois. Et vous dites pas non plus je vais le faire. Vous dites vraiment il faut. Alors il faut s'en méfier. Elle est remarquablement ambiguë cette formule. Alors comme c'est une émission culturelle, je vais étaler ma fausse culture latine. C'est que le verbe falloir, il a la même racine latine que le verbe faillir. C'est-à-dire, quand vous dites il faut, vous évoquez un manque. Et faillir, eh ben, on peut le conjuguer, si j'ose dire, avec faillir à sa promesse ou faillir à ses engagements. Donc, je n'irai pas plus loin. Ce que j'ai envie de proposer à Dominique de Villepin, c'est qu'en fin de réunion, comme ça se fait dans les réunions bien organisées, il fasse un relevé de décision. Ça atténuera la dimension incantatoire du il faut. Et puis, il faut se donner rendez-vous pour le prochain comité interministériel avec les mêmes caméras pour voir s'il y a des progrès. Mais globalement, c'est quand même pas mal. Voilà, il faut que ça continue, on peut le dire. Parce que, outre que ça vous donne des très bons sujets de chronique, c'est un vrai progrès pour la transparence de la démocratie. C'est pas faux ce que vous dites. Disons-le. L'éminent critique de théâtre que vous êtes a trouvé sa pâture dans ce spectacle ? Écoutez, vous parlez des acteurs, là. Bah oui. Écoutez, non, évidemment, c'est une bonne question parce que je les ai observés. Chacun est tout à fait dans son rôle et chacun est dans sa personnalité. Par exemple, il y a ce garçon, ce type, que je connais mal d'ailleurs, enfin que je fréquente quand même depuis une trentaine d'années, qui s'appelle Larcher. Je trouve que Larcher et Borloo, par exemple, ils avaient... Le voilà. Oui, Larcher, regardez, Larcher et on le montre à l'écran, là. Larcher et Borloo avaient une présence. Tandis que Douste Blazy me faisait penser à ces stagiaires, ces intermittents du spectacle qui viennent vous faire répéter des choses dont on sait qu'ils n'ont absolument pas d'avenir et que toute leur vie ils feront des panouilles comme ça sur la scène. Ça lui sera transmis. Frédéric Tadei, sur le spectacle ou sur le principe ? Non, oui, c'est vrai que quand j'en avais entendu parler, je n'y ai pas cru une seconde. Quand Dominique de Villepin avait annoncé ça, j'y voyais vraiment un effet d'annonce comme ça, sachant évidemment que c'était inimaginable, ou alors que ça donnerait, comme ce qu'on vient de voir là, ce qui me semble être aussi une espèce de simulacre. C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer le Conseil des ministres par un simulacre de Conseil des ministres et se dire qu'ensuite tout sera pris. C'est un montage de très mauvaise foi. Je me sentais coupable en faisant cette chose-là. Bon, j'y prenais évidemment du plaisir. Mais enfin, globalement, c'est un montage. Et quand on regarde la réunion sur la durée, on s'aperçoit qu'il y en a qui disent pas il faut. D'ailleurs, il faut. Ça fait allait dire il faut. Ça fait à un moment, ils le disent pour la caméra. Oui, voilà. Ils disent tous pour la caméra. Et donc on sait qu'à ce moment-là, le pouvoir de décision qu'on imagine au Conseil des ministres se déplacera ailleurs, hors de la caméra. Donc c'est pour ça que on a quand même appris des choses, m'a-t-il semblé, pour l'avoir regardé en longueur. Yulia Kapustina, vous avez regardé les soirées électorales de la télévision américaine et vous êtes rendu compte qu'il y avait deux vaincus, George Bush, on le savait, et aussi la chaîne Fox News. Oui, j'ai regardé les soirées électorales de la mi-mandat avec leur plateau magnifique garni de drapeaux, de présentateurs et puis évidemment de polémistes et de spécialistes en tout genre qui réagissaient sur le show et essayaient de commenter les élections, les preuves à l'appui, comme par exemple ce formidable schéma où on voit comme les bingos tomber les sièges des Républicains. Et puis il y avait des choses un petit peu plus compliquées et fouilles sur la Fox. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, moi rien du tout. Et le présentateur non plus d'ailleurs. C'est ce qu'il a avoué sur l'antenne de la Fox News. Et puis, évidemment, j'ai cherché un peu, j'ai guetté les sourires et les complaisances des uns des autres. Et puis des grimaces de l'autre part. Et regardez, entre les démocrates, on se sourit sur la chaîne de CNN. Le gouvernement démocrate sourit aux présentateurs démocrates. Tout est bien, tout est formidable. Sur la Fox, ambiance est un peu différente. Le présentateur ne sourit pas, mais il n'est pas le seul à être surpris. Je pense que George Bush, c'est d'ailleurs ce
qui lui est arrivé lors de la conférence de presse quand il a dû répondre à la question d'une journaliste sur sa prochaine collaboration avec la nouvelle chef du Parlement qui est démocrate, Nancy Pelosi. With all due respect, Nancy Pelosi has called you incompetent, a liar, the emperor with no clothes, and as recently as yesterday, dangerous. How will you work with someone who has such little respect for your leadership and who is third in line to the presidency? Suzanne, I've been around politics a long time. I understand when campaigns end, and I know when governing begins. And I'm going to work with people of both parties. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé, c'est les présentateurs de Fox News. Hein. Absolument, c'est Bill O'Reilly qui a été plutôt surpris que George Bush se soit rendu aussi rapidement et qu'il soit aussi rapidement haut les mains face à sa défaite. J'étais vraiment surpris. J'avais entendu des rumeurs comme quoi cela arriverait aujourd'hui, que Rumsfeld soit mis à la porte. Mais suite au vote, on dirait une capitulation absolue. Voilà, une capitulation absolue, mais quand même dans son édito, Bill O'Reilly, qui est réputé pour le soutien de George Bush, prévient les démocrates que cette fameuse victoire pourrait se retourner contre eux. Pour le moment, les démocrates sont en bonne position, le pays leur donne une chance d'améliorer les choses en Irak et l'orientation politique des États-Unis. Mais si les démocrates tentent de détruire M. Bush ou d'imposer des valeurs libérales à la San Francisco, le pays se retournera contre eux, cela ne fait aucun doute à mon avis. Alors, c'est vrai que cette capitulation, entre guillemets, est d'autant plus surprenante que pour les présentateurs de Fox News, qui n'ont pas cessé pendant toute la campagne de marteler le thème « Une victoire démocrate serait la victoire de Ben Laden ». Oui, absolument. Pendant toute la campagne électorale, Fox News parlait de la menace islamiste aux portes des États-Unis, notamment sur leur plateau. Ils avaient invité un ancien chef de la cellule anti-Ben Laden de la CIA qui, lui, faisait le lien direct entre les élections aux États-Unis et puis la guerre en Irak. Vous dites que s'il y avait un renversement de la majorité républicaine à la Chambre des représentants et au Sénat, quoi qu'en pensent les Américains, Ben Laden prendra ça pour une victoire? En effet. Ils ont renversé le gouvernement du Premier ministre espagnol Aznar. Il y a eu récemment un coup d'État en Thaïlande lié à une insurrection islamiste. En Angleterre, le Premier ministre Blair fut contraint de démissionner ou d'annoncer sa démission avant même l'expiration de son mandat du fait de son implication dans la guerre contre le terrorisme. Maintenant, on dirait qu'il peut y avoir un changement de gouvernement aux États-Unis. Et tout cela convaincra les islamistes qu'ils dominent, qu'ils sont en train de gagner. Voilà, vous l'avez compris, tout est évidemment lié. Et au lendemain des élections, la chaîne pro-démocrate Comedy Central, il se moquait férocement de ces prises de position de la Fox News. Il parodiait également les présentateurs de la Fox News. La démocratie, c'est comme un gâteau, un délice au goût de liberté que nous partageons tous ensemble tous les 2 ans. Pour fêter cette glorieuse soirée, j'ai spécialement fait faire un gâteau. Félicitations aux Républicains. Ah bravo, c'est bien trouvé. Je vois que vos téléspectateurs viennent directement du camp de Jésus. Ouais. Steven, vu les chiffres, je ne suis pas sûr que vous puissiez manger ce gâteau. J'étais en effet inquiet que les choses ne se passent pas ainsi. Donc, au cas où, j'ai fait faire cet autre gâteau. Pas besoin de vous dire, John. John, c'est la nourriture du diable. Voici votre gâteau, terroriste. Bon appétit. Ça a le goût de la capitulation. Jimmy, tant qu'à faire, on peut mettre les sous-titres. Voilà, il va falloir s'y habituer. Et pendant qu'on y est, Meg n'a qu'à se mettre à porter le voile. Voilà, c'était, rappelons-le, une parodie de Fox News. Merci, Julia. Perrine Dutreil, alors avec vous, on va en venir maintenant au dossier de cette émission. Depuis la rentrée, France 3 se livre à la tentative audacieuse de programmer chaque soir en direct une émission, attention ne fuyez pas, je vais prononcer le mot, culturelle. Oui, l'émission s'appelle Ce soir ou jamais. C'est une émission donc en direct, quotidienne sur France 3, du lundi au jeudi. Et dès le premier numéro, Frédéric Tadei, fin septembre, vous affichez clairement votre désir de différence.
Bonsoir, bienvenue dans la nouvelle émission culturelle de France 3, dans Ce soir ou jamais. Culturel, c'est un mot qui fait un petit peu peur. On va essayer sur ce plateau, car c'est un plateau, c'est un lieu, on va essayer d'habiter ce lieu et de rendre tout ça extrêmement vivant. Alors vous voyez, ce sera comme ça tous les soirs, c'est une émission quotidienne, je l'ai dit. Il y aura du monde, on sera tous ici, il y aura des gens qui vont boire, qui vont discuter. On va essayer que ce soit le plus vivant possible. Vous savez aussi qu'on va essayer de changer les règles de la promo. On va essayer de ne pas être dans la promo toute bête. On va essayer de parler du contenu, de ce qu'il y a dans vos œuvres. Dans cette émission, il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de chroniqueurs, comme on dit. Il n'y aura pas de gens qui viendront nous dire ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, les films qu'il faut voir ou qu'il ne faut pas voir. Alors pour ce qui est du dispositif de l'émission, effectivement, il y a bien un public que l'on aperçoit en arrière-plan derrière les invités. Public qui ne ressemble pas au modèle dominant du public de télévision. Alors certes, il y en a qui sont assis et qui écoutent religieusement ce qui est en train d'être dit sur le plateau, mais il y en a d'autres qui sont debout, un verre à la main et qui sont carrément en train de discuter. Alors vous ne cachez rien non plus de l'envers du décor, traditionnellement peu visible en télévision, puisque les loges de maquillage sont au milieu du plateau. On voit donc les maquilleuses en pleine action et vous avez même interviewé des invités en train de se faire maquiller. Mais la véritable audace réside dans les transitions entre les débats, transitions en musique et en douceur, mais aussi comme le reste en direct avec les aléas que cela comporte. On n'a jamais vu véritablement, sauf dans une comédie réussie, la pression sociale pousser un hétéro à devenir gay. Oui, mais voilà. Mais on inverse. On va s'arrêter là, malheureusement. Mais en ce qui concerne la visibilité, le mieux c'est de regarder Pink TV le plus souvent possible. Ouais, ça m'aurait étonné qu'il nous fasse. Allez voir Malanoche. Envoyez le saxophone. Le saxophone, ça veut dire que ça bouge. Sage, je me trouve. J'ai pas le choix. Comment ça, vous êtes très sage, là? J'ai pas le choix, je suis sur mon plot. Voilà, ça c'était pour la forme. On va d'abord dire un mot sur la forme avant d'en venir au fond, mais la forme en télé, c'est important. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, c'est vrai que j'étais frappé par la rupture radicale avec tout ce qui se faisait, disons, dans les saisons précédentes, à des heures comparables, sur des chaînes comparables. En gros, vous avez rompu avec les canons de l'émission de fin de soirée. Pas de chroniqueur rigolo obligatoire, pas de public qui applaudit, pas de promo. Est-ce que cette volonté de rupture était importante ? Ah bah oui, elle était même conditionnelle à mon acceptation quand France Télévisions, enfin plus particulièrement France 3, m'a proposé cette émission en juin dernier. Les missions qu'ils m'ont proposées au départ, telles qu'ils l'avaient imaginé, c'était justement, c'était un peu ce que vous venez de dire, avec des chroniqueurs, etc. Oui, c'était pas le rigolo de service, les applaudissements. Non, il y avait pas. Enfin, on n'est pas rentré. C'était pas affiné à ce point, mais c'était l'idée qu'il y aurait des chroniqueurs, qu'il y aurait un débat, qu'on parlerait de littérature le mardi et mercredi on parlerait de cinéma. Voilà, c'était grosso modo, c'était comme ça. Et moi, j'ai dit, ça peut vraiment m'intéresser de faire cette émission quotidienne, en direct, parce que dans le quotidien et dans le direct, il y a justement la possibilité aussi de tenter des choses, de revenir en arrière, d'aller dans une autre direction, de changer l'émission d'un jour à l'autre, etc., etc. Donc oui, effectivement, dans les conditions, il n'y avait pas de chroniqueur, je l'admets, au risque de supporter les foudres mais il va donner sa réaction dans une seconde. Je voudrais d'abord qu'on voit un autre extrait, puisque dès le premier soir, Perrine, un moment choc dans l'émission. Oui, c'était le 25 septembre dernier. Vous receviez le réalisateur du film Shoah, Claude Lanzmann, ainsi que Georges Samproun, écrivain et ancien déporté. Les deux étaient là pour débattre du roman Les Bienveillantes, qui vient d'ailleurs de recevoir le Goncourt, 900 pages dans la peau d'un officier SS. Alors le dialogue entre les deux hommes se prolonge et voilà comment il se termine. Dans le premier article que vous avez écrit, vous dites qu'il y avait deux personnes qui pouvaient comprendre ce livre. Hilberg et vous. Oui. C'est une absurdité, permettez-moi de vous le dire. C'est une absurdité complète. Ça veut dire que les dizaines de milliers de Français qui l'achètent ne peuvent pas le comprendre. Ils le comprennent à un autre niveau. Admettez que je peux le comprendre aussi, ce livre. Ils le comprennent à un autre niveau. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le comprendre. Vous n'êtes pas sûr que je puisse le comprendre. Donc, prenons acte. Je ne peux pas comprendre ce livre.
Voilà. Non, je ne dis pas ça. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le comprendre. Vous n'êtes pas sûr, donc comme moi. Je ne suis pas sûr de ça. Parce que ça implique... Peut-être vous le comprenez peut-être mieux que Littel lui-même. En tout cas, nous comprenons tous les deux, Littel et moi, croyez-le. Écoutez, Claude Lanzmann, je ne sais pas où vous étiez en février-mars 1945. Je faisais la guerre contre les Allemands. Moi, j'étais déporté. Je sais, mais écoutez, on non, va pas se non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis l'un des premiers témoins. Contre les Allemands. Je suis l'un des premiers témoins du récit d'Auschwitz. Au mois de mars 1945, à Buchenwald, nous avons été convoqués par un communiste allemand pour éviter... Non, je veux dire que cette histoire-là, c'est une histoire qui me poursuit depuis très longtemps. Je peux comprendre le livre de Littel comme vous comprenez le livre de Littel, ou mieux. Mieux, ça m'étonnerait. Beaucoup. Je vous prends le pari que mieux que vous. Eh ben, je ne vois pas qui va juger. Continuez. Du piano, là. Hein. Alors, continuez. Alors, attendez, vous avez sur le plateau deux monstres sacrés, quand même, chacun à sa manière, qui ont parlé quand même très longtemps avant. Hein, qui ont parlé très... Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête au moment où vous les plantez là et vous dites, allez, continuez sans nous? C'est juste que vous en avez marre, c'est que vous voulez... Pas du tout, absolument pas. Et comme je viens de vous le dire, mes invités savent que quand le piano démarre, je les ai prévenus avant. Je leur dis, vous savez, quand le piano va démarrer, ça veut dire que ça va s'arrêter. Et que je vais être obligé de vous quitter parce qu'il y a d'autres invités qui m'attendent et que cette émission est en direct, qu'on ne la coupe pas après. Et donc, il me fallait jouer avec ça. Du temps où je faisais Paris Dernière, où je faisais les interviews, où je filmais, où je faisais le montage, tout ça pouvait durer éternellement. Et ensuite, je savais très bien que j'allais couper. Comme vous-même, vous savez, vous, dans cette émission, vous pouvez toujours couper ce qui dépasse. Là, on ne peut pas, donc je les préviens avant. Et là, on entend le piano depuis le début, et je les laisse. Vous remarquez que je n'interviens pas. Quand j'ai, comme vous le dites, deux monstres sacrés, en tout cas deux personnalités aussi fortes, et dont la vie me semblait si intéressante sur le livre de Littel, vous remarquez que je ne fais pas l'animateur de télé qui va absolument placer son grain de sel. Je les laisse parler. Et à partir du moment où le piano dure, et qu'on me dit dans l'oreillette, tu sais, là, ça fait... parce que c'est à ça que ça sert une oreillette, hein, je le dis pour les gens, ils croient qu'on reçoit des ordres dans l'oreillette, on ne reçoit pas, on vous dit juste, tu sais, t'es en train de dépasser pendant 5 minutes de dépassement et que l'émission va s'arrêter et qu'il y a des gens qui ne pourront pas parler. Et je me lève et je m'en vais. Mais ça n'a rien de méprisant à leur égard, au contraire. C'est que je respecte leur conversation. Oui, ça pourrait passer pour méprisant, mais effectivement, c'est une image polysémique. Voilà, je crois pas, personne ne l'a pris et pas eux non plus. Il y a plusieurs sens. Alors, on va en venir ensuite aux chroniqueurs ou pas de chroniqueurs, etc. Mais d'abord sur la scénographie de l'émission. Comment vous la trouvez? Pour venir à cet incident, si vous permettez, j'ai juste un mot à dire. Il n'est absolument pas emblématique du contenu de l'émission de Frédéric Tadei. C'est un moment rare. C'est même le meilleur moment de monsieur qu'il fait depuis qu'il est fait. Mais c'est pas de sa faute. C'est la faute du système. Et on va parler du système. C'est un bon moment, ça. Moi, je trouve ça formidable. Et il est malin comme un singe et il connaît la musique. Il a eu raison de se lever et de partir. De toute façon, il fallait qu'il parte pour des raisons alors qui sont objectives, qui sont techniques, etc. Mais il a aussi senti le parti qu'il pouvait tirer en se levant et en laissant ces deux vieux, merveilleux génies, mais comment dirais-je, qui font partie des ombres et des fantômes du passé, continuer à échanger des choses sans jamais penser qu'ils viendraient l'un et l'autre à bout de leur discours respectifs. C'est fantomatique, c'est merveilleux. Il y a toute l'histoire, il y a tous les malentendus de l'histoire, il y a tout ce qui sépare les hommes dans ce dialogue entre deux types formidables. Et donc, il s'est éclipsé. Parce qu'il est le présent, parce qu'il est l'avenir, peut-être, parce qu'il est la jeunesse. Et j'ai trouvé ça superbe. C'est sublime, c'est sublime. Non, mais j'attends la suite. Il y a tout ça dans votre tête au moment où vous partez. C'est rare. C'est rare. J'ai vu quelques-unes de ces émissions. Encore une fois, il est prisonnier d'un système. C'est un gamin à mes yeux. Et quand je l'entends me dire le jour de sa première émission, je vais révolutionner l'émission culturelle, à la fois j'ai beaucoup de tendresse pour lui, et je sais qu'il n'y arrivera jamais. Il ne révolutionnera que les formes. C'est déjà pas mal en télé. Mais bien sûr, il a un instinct formidable. Alors il aura des idées, il s'éclipsera, il y aura de la musique, d'ailleurs il y en a de moins en moins. Il y aura des petites choses comme ça qui feront qu'on dira c'est une émission plus jeune, plus active, plus présente, et qui ne sera pas interactive puisqu'il n'y a pas de chroniqueur et puisqu'il n'y a pas de public. Alors si le coup de génie, c'est que je ne sois pas sur cette émission et qu'il n'y ait pas de public, excusez-moi. En tout cas, je suis sûr que vous allez lui donner des regrets. Peut-être lui en donnez-vous déjà de ne pas vous avoir embauché. Alors, on va quand même continuer à voir un peu il y a un problème de fond. Voilà, il y a des problèmes de fond que nous allons maintenant aborder, puisque une des découvertes de votre
méticuleuse enquête, Perrine, c'est que la culture dans cette émission ne se limite pas aux formes nobles, aux arts nobles, le cinéma, le théâtre ou la littérature. Oui, n'hésitez pas à aborder la culture au sens large, y compris ce qui est traditionnellement considéré comme de la sous-culture ou comme pas du tout de la culture d'ailleurs, comme on va le voir dans ce montage. C'est quoi cette industrie culturelle qui est en train de dépasser l'industrie du cinéma par le chiffre d'affaires? C'est quoi cette culture sur laquelle les hommes américains, par exemple, dépensent plus d'argent déjà que dans la musique? Ça s'appelle les jeux vidéo. C'est vrai qu'au départ, le langage SMS, il a été créé par les jeunes parce qu'un SMS, ça coûtait cher dès que ça devenait 2 SMS. Donc il a fallu raccourcir les phrases et utiliser le moins de lettres possible afin de rester dans le texto qui ne coûte qu'un texto en fait et pas 2. Moi je trouve que Sue Ellen dans Dallas, je sais pas, j'avais 10 ans, je regardais ça avec mes parents comme tout le monde quoi, le samedi soir je crois, et c'est un personnage d'un point de vue romanesque extraordinaire quoi, Sue Ellen. Donc c'est vrai que quand je vois cette femme alcoolique, amoureuse d'un mec qui la martyrise et que ça dure. Ce qui me fascine avec le phénomène manga à l'heure actuelle, c'est que pour toute une génération, celle qui effectivement a regardé Can le Survivant, Goldorak quand ils étaient petits, en fait on est en train de changer de mythologie populaire. Et ça c'est très intéressant. On est passé de Walt Disney à autre chose. Donc les mangas, les feuilletons télé, les SMS, ça aussi c'est une des conditions que vous aviez posées à la chaîne, d'aborder ces secteurs. J'ai pas eu besoin d'argumenter, c'est une telle évidence que de ne pas voir que les jeux vidéo aujourd'hui influencent davantage. Je l'ai dit, les jeunes générations, mais aussi ça va jusqu'à ma génération à moi. En tout cas, que ça influence davantage que les films, par exemple. À mon avis, c'est très très mal connaître les comportements des adolescents. Chez eux, on passe 150 heures devant un jeu vidéo, on passe 1h30 devant un film. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Tesson? L'émission de Tadei, c'est pas seulement ça. L'émission de Tadei est une émission dans laquelle, au nom de la confusion qui règne et qui domine, qui gouverne la société aujourd'hui, la société du spectacle, la société télévisée, etc., une confusion terrible qui fait qu'on parle dans une émission comme celle de... Même dans une émission comme celle de Frédéric, qui se veut révolutionnaire, on parle de sujets qui n'ont plus rien à voir avec la culture. Je vous donne 2 exemples. Des exemples récents, ils sont de la semaine dernière. Lundi soir, je savais que j'allais faire cette émission. Donc j'ai regardé attentivement l'émission de Tadei. Lundi soir, il fait une émission sur une thématique qui est une thématique de société et qui n'est pas, à mes yeux, une thématique culturelle. C'était quoi? Et pourtant, c'est une émission culturelle. Le couple, 2 points, unis pour la vie, point d'interrogation. Avec Antoine Decaune, Charlotte Rampling, Florian Zeller, Robert Renucci, je ne sais qui encore, une romancière qui s'appelle Camille Laurence, où on parle de les gens très respectables, mais qui n'ont aucune légitimité par rapport au principe de l'émission de Tadei, c'est une émission culturelle. On parle c'est Mireille Dumas qui est légitimée pour faire ça. C'est pas Tadei. Le lendemain, qu'est-ce que me fait Tadei? Qu'est-ce qu'il me donne à voir? Il est en face de vous, vous pouvez lui dire. Oui, alors qu'est-ce que vous me donnez à voir? Un potage dans lequel je trouve sur des sujets d'actualité qui n'ont rien à voir avec la culture, avec à mes yeux, ce qui est une émission culturelle, c'est-à-dire le tabac, Bush, je ne sais quoi encore, Ségolène Royal. On me donne à voir un dialogue, mais adorable, charmant, distrayant. Entre je ne sais qui, entre Romain Bouteille, Jacques Testard, je ne sais qui encore. Je l'ai toujours dit, pour moi la culture est une des clés, l'autre étant l'information, pour comprendre le monde, pour nous comprendre nous-mêmes, ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes, quelle est cette société dans laquelle on vit, quelle est cette époque. Le couple et la prostitution sont des sujets qui sont dans un nombre de livres absolument invraisemblables, de films, même de peintures, et on voudrait dire, ah ben non, ça il ne faut pas en parler, ce qu'il faut c'est parler du produit culturel lui-même et ne pas parler de la vie. Votre conception de la culture est une conception extensive. Vous avez tout à fait le droit, elle est dans l'air du temps, elle est de toute façon celle des dirigeants de chaînes qui culturellement sont nuls, mais qui doivent obéir à des impératifs, qui respectent d'ailleurs inintelligemment, je dirai tout à l'heure pourquoi si j'en ai le temps. Je dis simplement que pour moi, une émission culturelle, je suis ringard, je suis réac, j'ai 80 ans. C'est ainsi, nostalgie, nostalgie. Pour moi, une émission culturelle est une émission au cœur de laquelle, au centre de laquelle doit être l'œuvre et l'artiste, bien évidemment. C'est possible et voilà, aussi. Une émission culturelle, un exemple. Alors évidemment, ça paraît tellement anachronique. Une émission culturelle, c'est quand des groupes ou poètes, je ne sais plus qui, interviewent Louis-Ferdinand Céline pendant 1 heure, dans une pièce où il n'y a pas de décor. Alors évidemment, on est dans le noir et blanc, on n'est pas encore dans la société du spectacle. Alors là, on pénètre au cœur de Céline. Et au-delà de Céline... C'est sûr que refaire ça aujourd'hui, ce serait de la rupture. Mais ça, je le fais tout le temps. Ça serait de la rupture. Ça serait jouable. Ça serait jouable. Attends, si vous permettez. Ça serait notamment jouable à 11h30 le soir.
Parce qu'il y a encore une autre contradiction, une autre confusion. Nous avons affaire à des gens, je parle des patrons, qui vous demandent de faire de l'audience, et donc pour faire de l'audience, ils vous demandent de faire des sujets de société, et ils vous foutent votre émission à 11h30, heure à laquelle il n'y a plus de gens pour regarder les sujets de société. C'est grotesque. Juste un mot Juste un mot sur l'audience, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse l'émission là-dessus, mais en même temps, on ne peut pas éviter le problème. L'audience, pour l'instant, est faible. Hein, Alors écoutez, comme moi, je l'ai suffisamment dit, donc tout le monde, je ne veux pas savoir l'audience, et je l'avais demandé. Et franchement, il n'y a que les journalistes qui me parlent de l'audience. Jamais on a eu le mauvais goût à France Télévisions de m'appeler le matin pour me dire, tu sais, tu as fait une mauvaise audience. Jamais. Il n'y a que les journalistes dans les émissions qui aujourd'hui tournent en boucle, se parlent les unes les autres, et où je n'entends jamais 2 fois le même chiffre. D'ailleurs, ça m'amuse énormément quand je les écoute. C'est-à-dire que vous ne le connaissez pas, vous? Votre chiffre d'audience, vous ne le connaissez pas? On me l'a dit parce que je venais chez vous. Alors attendez, on me l'a dit parce que je venais chez vous, et on m'a dit, tu peux leur dire s'ils te parlent d'audience, parce qu'encore une fois, vous êtes les seuls à m'en parler, tu peux leur dire que tu as gagné 1,5 point pendant cette semaine, après le soir 3, et que c'est vachement bien en une semaine. Voilà. Cela dit, sans parler de chiffres, est-ce que vous-même vous fixez des objectifs d'audience? Non. Que France Télévisions s'en fixe, je l'imagine, et je peux les comprendre. C'est une émission qui doit coûter relativement cher. Si ça leur coûte trop cher, peut-être que c'est un problème. Mais franchement, ils ne m'en parlent pas. Il n'y a que vous qui m'en parlez. Moi, c'est sûr que j'ai envie que cette émission ne soit pas seulement regardée par les gens qui s'intéressent à la culture. C'est-à-dire les gens qui se disent quel livre je vais acheter cette semaine, quel film je vais aller voir, quelle pièce de théâtre. J'ai envie que cette émission soit regardée par des gens qui ont envie de comprendre le monde. Et pour en finir avec cet argument, Philippe Tesson, vous connaissez beaucoup de prostituées? Écoutez, je vous ai dit mon âge. Je suis persuadé que une grande partie de la vision que des gens comme Philippe Tesson ont de la prostitution, ils l'ont pris dans les livres et dans les films. Comme quoi ça l'influence. On va rendre là. Pas une émission sur la prostitution. Vous devez l'obliger à vous contredire. Vous voyez cette tendance. Ils sont du cadre. L'histoire de la promo, donc vous avez dit au début, on ne fera pas de promo comme les autres. Alors la promo comme les autres, Perrine, pour ceux qui ne regarderaient que l'émission de Frédéric Tadei, c'est quoi la promo à la télé? En général, les artistes et les intellectuels qui vont sur les plateaux de télé, c'est parce qu'ils ont ce que dans le jargon on dit une actualité, c'est-à-dire quelque chose à vendre. Et quelle que soit l'émission et quelle que soit la chaîne, la promo de cette actualité, ça donne ça. Bruno Gassio, c'est à vous de rejoindre le fauteuil de l'interview. Pour ce livre, la success story du président aux éditions Ebec. Et Eddie pour l'album Jambalaya qui est sorti il y a 2 jours. C'est un superbe album enregistré à Los Angeles et à Paris. Avant d'entendre Patrick Poivre d'Arvor et Olivier Poivre d'Arvor pour disparaître en route pour le Goncourt. Et il sera même à Bercy les 25 et 26 mai prochains, peut-être pour conclure la tournée ou encore il y en aura peut-être beaucoup derrière. Et si vous êtes fan et si vous n'avez pas encore l'album de Patrick Bruel... C'est publié aux éditions donc Grasset. La success story du président, c'est chez Ebec Édition, c'est pas facile à dire, le nom de l'éditeur. D'abord, Superbus, l'album, wow. Alors, je commence par l'album, après j'expliquerai la tournée en janvier 2007, les concerts, le 25-2 à la Cigale. Bruno Gassio était là ce soir pour nous présenter la success story du président. Vous pouvez rejoindre votre fauteuil. Voilà, donc ça pour vous, c'est l'horreur. C'est ce que vous vouliez pas faire. Oui, de toute façon, c'est le côté... Moi, je me sens pas comme ça. Je suis pas un libraire, je suis pas un vendeur de disques, je suis un animateur de télévision et j'ai pas envie de faire ça comme ça, c'est sûr. Alors, pression du direct et refus de la promo se sont peut-être conjugués pour créer, dans certaines émissions, quelques moments de malaise assez curieux, comme celui-ci, Perrine. Ouais, il y a 2 semaines, vous organisiez un débat autour des années 80 avec un historien des idées, François Cusset, pour qui cette décennie a représenté un véritable cauchemar intellectuel. Et en face de lui, vous aviez convié Jacques Attali, personnalité incontournable justement des années 80. Sauf que Jacques Attali était en pleine promo de son dernier livre qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir et qui n'avait donc rien à voir avec le sujet du jour, ce qui est sans doute une des raisons de ce petit couac. Plus profondément, et c'est ça, vive la crise, et là aussi Jacques Attali a joué son rôle, il y a une rhétorique de la crise comme aubaine, occasion historique pour nous, Français, de se prendre par la main, se serrer la ceinture, devenir entreprenant, innovant, de retourner en gros la malchance économique en chance individuelle, en réussite. Ce discours-là me semble de l'idéologie à l'état pur, à l'époque, enfin, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. L'économie, Jacques Attali, ça a de l'avenir. Moi, je comprends rien à tout ce qui se raconte là. Ah bon? C'est des mots, pour moi, vides de sens. Tout à fait vides de sens. Le fatalisme économique. Je m'ennuie profondément. Ah oui, vous avez l'air. C'est pour ça que je me tournais vers vous. L'économie, ça vous passionne.
Oui, mais enfin, on a dit tellement de bêtises depuis tout à l'heure que je m'en... Mais justement, rectifiez-les. Non, mais je sais pas, je me sens extérieur à tout ce débat. Quelle est votre question? Bon, je vais passer à une autre question. Non, allez-y, je suis ravi de débattre avec parce vous. que dans le fatalisme économique, il y a l'idée de la fin des idées. Pourquoi fatalisme? Qui Non, parle? je oui, mais reprends je ne me les sens mots pas de François concerné Cluzet. par cette discussion. Ce qu'on appelle un moment de malaise à la télé. Hein, oui, mais plus pour Jacques Attali. pas pour vous? Enfin, si, pour moi, parce que il y a toujours, il n'y a que des moments de déstabilisation. C'est-à-dire que vous êtes sans arrêt déstabilisé? Oui, moi je suis en direct, il peut se passer n'importe quoi. J'ai pas de fiches, j'ai quelques anti-sèches où je sais les documents que je peux faire que je vais faire passer, des choses comme ça. Donc j'ai très souvent des moments comme ça. Je bredouille plus. J'ai pas de prompteur, donc quand je fais mes lancements, là, tout ce que vous me passez depuis le début, je suis filmé en plus très près, je vais engueuler le réalisateur. Voilà, c'est des choses comme ça. Évidemment, mais ça c'est ma conception, on va dire, pour faire de la télévision en direct aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ça, je pense, le panache aujourd'hui, c'est de pas vouloir rentrer dans le dispositif. Et bon. J'ai trop d'amitié et d'estime pour Tadei pour lui faire un procès. Et puis le mot est tellement terrible, en hypocrisie. Mais enfin quoi, sans le vouloir, il veut peut-être pas faire de promo, mais sans le vouloir, il en fait. Il sait peut-être pas qu'il en fait, mais il en fait. Alors il ne montre pas les livres. Si, il les montre aussi. En plus, non, pas lui physiquement, mais ils sont montrés à l'écran. Donc il fait un peu de promo, c'est un peu la même chose. Il ne fait pas la promo comme un marchand forain type Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson. Il fait la promo en se donnant des airs. Voilà, c'est tout. Donc il ne révolutionne pas la baraque, c'est tout ce que je veux dire. Mais bien sûr, alors bien sûr que je la révolutionne pas en ce sens-là. La promo, je veux pas dénoncer mes confrères, mais c'est cette espèce de langage obligé tiré du dossier de presse qui dit le roman choc, le machin, le truc. Jamais vous m'entendrez dire ça. En revanche, si j'ai, et malheureusement je ne l'ai pas tous les soirs, vous parliez de Louis-Ferdinand Céline tout à l'heure. Vous auriez voulu que si j'avais eu la chance et le pouvoir, j'aurais invité Louis-Ferdinand Céline, j'aurais fait semblant qu'il n'avait pas écrit de livre, j'aurais fait semblant qu'il ne sortait pas Le Voyage au bout de la nuit. C'est quel dialecticien, malade. Oui, redoutable. Vous aussi, vous défendez bien aussi. Donc donc évidemment, j'aurais dit, vous avez écrit un livre, on va en parler. Et j'en parle. On parle du contenu. David Abicard. Non, j'aime bien, moi, la séquence avec Attali, qui est une séquence de vie. Il y a un truc qui explose. Là, il y a un ennui, il y a une mauvaise humeur. Et cet ennui et cette mauvaise humeur où ce grain de sable dans le conducteur a disparu partout à la télévision. On coupe au montage. Habituellement, on coupe au montage. Philippe Tesson, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, non, je parle à moi-même. Ce que je veux dire, c'est que vous ne l'avez plus dans les émissions de jeu, vous ne l'avez plus dans les infos, vous ne l'avez plus dans les interviews. Et je dois dire que voir un auteur de mauvaise humeur parce qu'on ne parle pas de son livre dans une émission dédiée à la culture, c'est presque culturel comme séquence. Donc évidemment, non mais ça s'est fait sur votre dos et on présente ça comme un incident de parcours, mais il y a 20 ans ou 30 ans, et j'ai pas 80 ans, il restait quelques émissions où finalement on tolérait qu'il y ait de l'air. C'est-à-dire que ça circule, qu'il y a un moment pour l'imprévu. Et y compris des moments de malaise. Qu'un chroniqueur dise une connerie, qu'un invité se tire. Pour le coup, c'est pas l'animateur qui se barrait, c'était l'invité qui partait. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et c'est dommage. Et il faut. Non, mais c'est vrai que la magie du direct recrée ça. Le plus savoureux, ce serait quand même. Maintenant, c'est presque les émissions ratées qui deviennent savoureuses parce qu'elles sont vivantes. C'est de la même dont vous parlez. Non, cette séquence, c'est un moment d'imprévu. On va terminer de cette espèce de passage en revue des fantômes de la télé que vous convoquiez sur votre plateau parce qu'effectivement, ils n'ont plus tellement leur place ailleurs. Alors, on a vu que dans les fantômes, il y a le malaise, une espèce de seconde de malaise comme ça. Et dans les fantômes de la télé, ceux qui font horriblement peur aux animateurs télé, il y a le tunnel. Le tunnel, c'est-à-dire l'invité qui part pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et là l'animateur se dit il me fait un tunnel, tout le monde va décrocher, c'est l'horreur. Alors exemple, à travers un invité qui a été commun à votre émission et à d'autres émissions. Oui, on s'est intéressé à l'acteur Guillaume Canet, que vous avez sans doute beaucoup vu ces dernières semaines, puisqu'il était en promo pour un film qu'il a réalisé. Alors en fait, on a comparé la façon dont Guillaume Canet était traité dans les émissions et interrogé ou pas sur son film. Alors on a pris 3 exemples dont votre émission. On commence par la méthode Coé sur TF1, où il n'est pas franchement question du film. Vous, Guillaume, vous dites de vous que vous avez un côté casse-couille qui vous dérange un peu. Ah, qui me dérange, pas moi, plutôt les autres. Il est un peu casse-couille. Non, je ne suis pas casse-couille, je suis simplement exigeant. Mais comme je suis énormément pour moi, c'est bien de l'être pour les autres aussi. Non, mais c'est vrai, quand on fait un film, quand on se barre pour 2 ans et demi sur une aventure comme ça, il faut
et qu'on a envie de s'accrocher à tous les détails, il faut être un peu casse-couille. Ah oui, non, mais c'est au travail, c'est pas dans la vie privée. Alors Guillaume Canet est aussi allé dans l'émission Jour de fête, émission de cinéma mensuelle d'Isabelle Giordano sur France 2, où l'on parle cinéma certes, mais un peu paillettes. Visiblement, votre pari est réussi, je l'ai dit tout à l'heure, la presse est unanime, mais il y a également un fan qui aime particulièrement votre film, c'est une surprise que vous réserve Jour de fête. Écoutez. Vous savez, je crois que c'est un des plus gros bosseurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans ce métier. C'est vraiment un réalisateur exceptionnel. Leonardo DiCaprio, bluffé par votre film. Il l'a vu comment d'ailleurs? Comment l'a-t-il vu? Je lui ai fait une petite projection privée. Petite projection privée, ouais, comme à l'époque de mon idole, oui, à Paris. Et, il est venu donc pour la promotion de son film. Pour le film de Martin Scorsese, Les Infiltrés, voilà, qui sort à la fin du mois de novembre. Et alors, dans votre émission, Frédéric Tadei, une toute autre approche. Vous invitez également Guillaume Canet, mais pour parler en fait avec d'autres, notamment le cinéaste Yves Boisset et l'éditeur de polar François Guérif. Donc, pour parler de la difficulté de transposer un roman américain en France. Et donc, Guillaume Canet a tout le loisir de parler technique de cinéma. Et juste en détail, comme on parlait de polar, le réalisateur a choisi de mettre l'image en noir et blanc. C'est vrai que la criminologie n'est pas la même aux États-Unis et en France. Mais après, moi, j'ai passé du temps avec le DRPJ de Versailles, avec le 36, avec des gens pour essayer de trouver des parallèles. Alors c'est vrai que passer du shérif au gendarme, il faut trouver c'est simplement des parallèles et puis essayer de pas tomber non plus. Et les fédéraux à la crime, ça va encore. Oui, et puis pas tomber non plus, parce que dès que vous mettez une voiture aujourd'hui, tout le monde connaît bien le problème. Dès que vous mettez une voiture de police, on est dans Navarro, quoi. Donc il faut essayer aussi de tourner ça d'une manière. Moi, ce qui me plaisait aussi, cet extrait-là le montre très bien, c'est au niveau de la lumière. Moi, j'ai pas voulu rattraper les codes non plus du polar et du thriller, et j'ai voulu avoir une lumière très colorée, quoi. Il pleut jamais dans le film, vous voulez dire. Travailler en été avec les peaux un peu brillantes, travailler sur la canicule, comme ça, sur le fait que ce type-là vit une situation complètement contradictoire à ce que vivent les gens à ce moment-là de l'année, parce qu'ils sont en vacances, ils sont détendus. Alors, non seulement nous avons comparé les propos de ces invités dans les différentes émissions, mais Perrine, nous nous sommes livrés à un comptage inédit pour Arrêt sur Image et extrêmement minutieux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Alors, en fait, on a compté la durée moyenne des interventions de Guillaume Canet dans tous ses passages télé. C'est-à-dire qu'on a calculé le temps moyen qu'il a pour faire des phrases entre deux interruptions de l'animateur. Attention, ça décoiffe. C'est Aurélie Windels qui a fait les comptes. Alors, on commence par la méthode Coué, dont on a vu un extrait. Il a 14 secondes pour parler. Dans l'émission de Ruquier, on n'est pas couché, il y a 18 secondes. Dans le Jour de fête, dont on a vu un extrait, 21 secondes. Le Grand Journal sur Canal+, émission de Denisot, 22 secondes. Chez Fogiel sur M6, 27 secondes. Oui, on n'y est pas encore. Voilà, ça monte. Et sur En Aparté, sur Canal+, où là, il est tout seul, 41 secondes. Mais c'est vous, Frédéric Tadei, vous explosez tous les records. 1 minute 34. Voilà. 1 minute 34. Bon, alors ça pose quand même le problème de... Alors, ça pose un problème. Oui, parce que je vais vous dire franchement, on est là pour se dire les choses franchement, c'est formidable à la télé aujourd'hui de laisser parler les gens en longueur, de ne pas être l'animateur qui met son grain de sel, comme vous le disiez au début de l'émission. Mais c'est vrai que devant son poste, parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Tadei ? Là, il n'a pas envie de le reprendre sur ce point, il n'a pas une question à lui poser. Là, vous avez entendu, 2 fois, je suis intervenu pendant qu'il parlait, il en a tenu compte. Non, mais bon, on le voit sur ce plateau, vous êtes quelqu'un qui aime bien parler, qui a des idées sur beaucoup de choses, qui est cultivé. Et parfois, quand on vous regarde dans l'émission, on se dit, mais il se force à ne pas les interrompre, ou à ne pas les relancer, ou à ne pas les... Parfois, mais il y a aussi, effectivement, j'espère toujours que c'est un talk show, cette émission. C'est une émission culturelle, etc. Ça a l'air de l'enfermer. C'est un talk show. Bon, voilà, c'est un talk show. J'espère que cette parole est libre, qu'elle n'est pas conformiste, qu'elle n'est pas bien pensante, comme toutes les paroles que j'entends à la télévision. C'est très important ce qu'il vient de dire. C'est très important. Ça s'appelle l'aveu. Et si c'est un talk show, alors là, c'est formidable. Non, mais je ne crois pas que ce soit un compliment. Mais si, c'est un compliment. Si. Et d'ailleurs, je remarque, ça me donne raison à ce que je disais tout à l'heure, vous comparez les temps de parole entre l'émission de Tadei et les autres émissions, mais vous ne retenez que des talk shows, que des émissions de variété, même. Vous ne retenez que ça. Vous le rangez dans cette catégorie. On joue un peu sur les mots. David. Vous ne pouvez pas lire tous les livres.
Comment vous faites pour parler avec 2 personnes sur Little, un bouquin qui fait 900 pages, vous êtes au début, vous êtes à la rentrée, est-ce que vous lisez tout? Comment vous faites pour rester un peu... Question de boutique plus précise, le Little, vous l'avez lu en entier avant... Je l'ai même lu 1 fois et demie, mais vous savez, je suis un des seuls quand même à avoir interviewé Little. Et la première émission qu'il a faite, c'était mon émission sur Europe 1 l'après-midi. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on ait lu le livre. Enfin, voilà. Moi, je lis les livres, je lis vite, c'est vrai. Je peux sauter des pages parfois. C'est pas le cas du Little, mais c'est le cas d'autres. Je vois la plupart du temps le film. Parce que on peut m'envoyer de... Non, je suis en train de réfléchir parce que je ne voudrais pas vous dire un mensonge et que tout de suite après, parce que vous allez retrouver des trucs et vous allez me le dire. Peut-être que c'est... Mais ça dépend. Il y a des fois où c'est indispensable et d'autres fois pas. Vous avez beaucoup de refus parce qu'on sait que, par exemple, les personnalités du show business, les personnalités du spectacle, souvent n'acceptent de venir à la télé que dans les occasions où elles sont en promo. Sinon, ça ne les intéresse pas. Donc... Ça les rassure d'être en promo parce que d'abord, ils ont le temps à ce moment-là, etc. Et donc... Là, par exemple, vous avez le cas où, puisque je vois l'image, de tas de gens qui sont venus, on ne fait absolument aucune allusion à leurs œuvres et ils vont uniquement parler de l'actualité. On peut faire ça dans cette émission parce qu'elle est quotidienne. On revient sur des sujets d'actualité avec des gens qui vont nous donner un éclairage qu'on espère différent. Et c'est ce que nous a donné Romain Bouteille et je m'en félicite, et pas seulement lui d'ailleurs. Voilà. Là non plus, vous ne révolutionnez pas les choses. Mais non. Moi, j'ai fait avant-hier ou avant-hier l'émission de Guillaume Murat sur Little, d'ailleurs, au-delà de Little, sur la fascination du mal, sur la mort, etc. Il y avait autour du plateau des gens dont la présence était quand même très incongrue, mais ils étaient formidables. Ils étaient naturellement, ouvrez les guillemets, dans l'actualité, fermez les guillemets, condition sine qua non. Mais ils étaient en promo, donc ils étaient en promo, tous. Oui, comme chez lui. On en est tous là, c'est le système. Et si on ne revient pas à quelque chose d'exigeant, de spartiate, intellectuellement, j'allais dire, on ne révolutionnera jamais rien. D'accord. Appel de Philippe Tesson au retour à Sparte. Quand vous le voyez comme ça aussi, quand vous le voyez comme ça, aussi éloquent, aussi perfide, aussi brillant sur un plateau, vous regrettez pas de ne pas avoir pris quelques chroniqueurs? Mais non, c'était justement le but. Je sais qu'il y a des chroniqueurs extrêmement brillants. Et le but, c'était ça. C'était de retirer du temps de parole aux chroniqueurs pour en redonner à ceux qui font les choses et l'enlever à ceux qui les commentent pour en donner à ceux qui les font. Voilà. Moi, j'ai les meilleurs chroniqueurs du monde dans cette émission. Je peux tous les aller. Arlan Coben a été un formidable chroniqueur sur l'émission dont on parlait là. Romain Bouteille est un génial chroniqueur sur l'actualité. Marc-Édouard Nab a été un formidable chroniqueur sur Oscar Wilde, qui était le sujet de la pièce de son voisin. Perrine. Laurent Deutsch, qui venait de lui parler de Zidane. Ce sont les meilleurs chroniqueurs du monde. Perrine, on a un saxophone? Pardon? Ah oui, d'accord. Je ne sais pas, non, c'est pas prévu dans le dispositif. Ni saxophone, ni piano. Donc merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour la suite, on commencera à vous regarder. Merci. Et Arrêt sur Image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous.